Tu es médecin royal à Madrid et nous sommes en 1834. Le roi est mort, mais ton travail n'est pas terminé. On t'a mandé dans la chambre privée de feu Ferdinand pour une tâche si étrange, si inédite, que tu doutes de ta raison. La reine régente, Marie-Christine, te fait face, les yeux noyés de larmes, et sa requête te glace le sang. Tes mains tremblent lorsque tu t'approches du lit où repose le corps de Ferdinand. Même dans la mort, l'homme qui a terrorisé l'Espagne pendant 2 décennies semble se moquer de toi depuis l'au-delà. Pourtant, ce n'est pas son visage qui capte ton regard. C'est ce qui se trouve sous les draps de soie. Ce qui aurait autant défini son règne que sa cruauté, sa paranoïa ou ses trahisons. Une monstruosité anatomique dont les historiens chuchotent à voix basse depuis des siècles sans jamais l'écrire dans les annales officielles. Ferdinand, dit-on, le 7e de son nom, portait un attribut grotesquement démesuré, d'une forme aberrante, source de sa plus profonde honte autant que d'une fierté tordue. Au moment où tu entames la procédure de conservation, les histoires murmurées dans les couloirs du palais te reviennent. Coussins spéciaux, épouses hurlantes, tentatives désespérées d'obtenir un héritier malgré la mauvaise plaisanterie de la nature. Tu prends conscience que tu ne conserves pas seulement de la chair et du sang. Tu préserves l'incarnation physique d'un règne lui-même difforme, hypertrophié et, au bout du compte, destructeur pour tout ce qu'il touchait. Avant d'aller plus loin, une brève note méthodologique s'impose. Les sources, souvent discordantes, mêlent rumeurs de cour, correspondances privées, dossiers médicaux prétendument cachés, mémoires de témoins et reconstructions ultérieures. Comme chez Tacite, Suétone ou Dion Cassius pour les empereurs romains, les versions divergent, les intitulés fluctuent. On lit parfois Ferdinand II, III ou VII, et les archives elles-mêmes portent l'hyperbole ou l'ellipse. Ce récit suit fidèlement les matériaux tels qu'ils circulent, avec leurs contradictions internes, afin de restituer un motif central, le passage du drame intime au désastre public. Pour comprendre Ferdinand, il faut commencer par dire qu'il n'est pas né maudit par magie, mais par la mécanique obstinée de l'endogamie royale. Habsbourg et Bourbon, pendant des générations, marièrent, cousins à cousines, oncles à nièces, bâtissant un cauchemar génétique allant de l'instabilité mentale à des difformités physiques. Ferdinand surgit de ce sang vicié comme l'emblème vivant d'une décadence dynastique. Né au palais de l'Escurial, le 14 octobre 1784, il est le fils de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, un couple uni par un mariage entre cousins germains. La loterie génétique était pipée dès l'origine, et Ferdinand en paiera le prix de la manière la plus intime et la plus humiliante. De l'enfance à l'adolescence, il apparut que la nature lui avait joué une farce particulièrement cruelle. Son membre se développa d'une façon défiant l'entendement médical. À l'adolescence, les médecins de cour chuchotaient déjà sur l'anomalie royale, un appendice si volumineux et si bizarrement formé qu'il semblait presque étranger à l'espèce humaine. Des dossiers cliniques, prétendument dissimulés des décennies durant, décrivirent en termes froids l'horreur de la situation. Un praticien nota « Son Altesse royale est affligée d'un membre d'une dimension extraordinaire et d'une forme singulière, rendant les relations intimes difficiles. » Un autre fut plus cru. L'organe du prince ne ressemble à rien tant qu'à une queue de billard, mince comme de la cire à cacheter à sa base, épais comme le poing d'un homme à son extrémité et assez long pour servir de canne. L'impact psychologique fut dévastateur. À une époque où l'anatomie masculine se jugeait à l'aune de canons grecs, d'harmonie et de mesure, le plus petit, incarnant la distinction raffinée, l'excès de Ferdinand fit de lui un monstre de foire. Ce que beaucoup de modernes envieraient devint, pour le futur roi d'Espagne, un stigmate de honte. L'enfance de Ferdinand fut une école du dysfonctionnel. Son père, volontiers absent, préférait la chasse au gouvernement. Sa mère, femme d'appétits assumés, affichait au grand jour sa liaison avec Manuel de Godoy, le véritable régent de fait. Le jeune Ferdinand assista, impuissant, à cette humiliation quotidienne et en tira des leçons amères. Le pouvoir comme contrainte, la trahison comme monnaie courante, la confiance comme faiblesse. Mais c'est son anomalie physique qui modela son caractère. La cour bourdonnait de rumeurs, les domestiques gloussaient, les courtisans plaisantaient, les diplomates envoyaient à leurs souverains des dépêches sur la gêne espagnole. Ferdinand apprit très tôt qu'il était objet de moquerie, que son intimité divertissait autrui.
L'humiliation, instillée jour après jour, s'enracina en une rancœur qui se mut plus tard en cruauté. Ses précepteurs observèrent, à l'adolescence, un basculement, secret, vindicatif, dur avec les subalternes. Un page entra un jour par erreur alors qu'il se changeait. Le garçon ne fut pas congédié, mais fouetté, et sa famille exilée de Madrid. Message limpide. Nul ne verrait la honte du prince sans punition. À l'âge de se marier, l'étendue du problème devint évidente pour les médecins royaux. Le docteur Francisco Flores, médecin personnel, laissa des notes confidentielles sur la réalité médicale. Le membre de Sa Majesté présente une configuration des plus inhabituelles. La base n'excède pas la largeur d'un pouce, mais la circonférence augmente de façon qui défie toute proportion naturelle. La longueur dépasse tout spécimen enregistré, avoisinant 10 pouces au repos et croissant vivement à l'excitation. Plus préoccupantes encore sont la courbure singulière et la présence de bourgeonnements tissulaires sans fonction biologique discernable. Les implications maritales et dynastiques sautaient aux yeux. Sans intervention médicale conséquente et équipement spécifique, les relations normales semblaient impossibles. Des artisans furent secrètement mobilisés pour créer des aides maritales, coussins adaptés, supports et dispositifs supposés permettre l'acte sans blessure grave pour les futures épouses. Mais le défi n'était pas seulement physique, l'obsession s'étendit. Potions et élixirs promettant de normaliser l'anatomie ou d'accroître la fertilité. Alchimistes et médecins étrangers défilant, tous annonçant des miracles voués à l'échec. Ferdinand dépensa des fortunes en remèdes frelatés. Poudre de cornes de rhinocéros, perles pulvérisées, herbes rares censées régler l'essence royale. Certains mélanges promettaient de réduire la taille, d'autres d'augmenter la virilité malgré la forme. Rien ne fonctionna. Sa détresse le rendit proie facile pour charlatans et escrocs. En 1802, Ferdinand épousa sa cousine, la princesse Marie-Antoinette de Naples et de Sicile. Le mariage, arrangé dès l'adolescence, enflamma l'imaginaire de la jeune femme, qui avait entendu qu'on nommait le prince El Deseado, le désiré. La cérémonie fut somptueuse, la cathédrale pleine de musique, Madrid en liesse. À la tombée du jour, tout bascula. Le valet du prince adressa aux dames d'honneur de la reine une requête étrange, préparer certains équipements pour la chambre nuptiale. Des coussins fabriqués sur mesure furent installés, des huiles et onguents apportés et des instruments qui semblaient plus médicaux que romantiques. Éduquée chichement sur les réalités conjugales, la jeune épouse, pieuse et convenable, ne comprit rien. Quand Ferdinand entra, la vision de son corps nu lui arracha des hurlements. Une dame d'honneur, écrivant plus tard, raconta « Sa Majesté se mit à crier comme si elle voyait le diable. Elle se plaqua contre le mur, pointant du doigt et répétant « Monstre, monstre », au point que nous craignîmes pour sa raison. L'organe de Ferdinand, décrit par des témoins comme une massue aux manches maigres, terrorisa la princesse, non par la seule taille, mais par la forme tordue, les excroissances, l'allure presque alien. Ce qui suivit s'apparenta moins à une nuit de noces qu'à une procédure opératoire. Des médecins spécialement formés furent appelés pour expliquer à la reine, encore sous le choc, ce qu'on attendrait d'elle. On disposa les coussins, on appliqua les huiles, et l'on entreprit un processus chirurgical plutôt qu'un acte d'amour. Des lettres privées de médecins évoquent une scène d'un dysfonctionnement surréel. Un coussin soutenait l'appendice afin d'éviter de blesser le roi lui-même. On administra du laudanum à la reine pour la faire tenir. Les conséquences furent psychiques autant que physiques. La paranoïa de Ferdinand se nourrit du dégoût visible de son épouse. Celle-ci sombra dans un traumatisme sexuel profond et développa une dépendance au laudanum. Les tentatives de conception devinrent un rituel cauchemardesque. On convoquait les médecins, on préparait la chambre et les instruments, on dosait l'opiacé juste assez, puis chacun repartait panser ses plaies. Les mois devinrent des années sans grossesse viable et la désespérance du roi monta d'un cran. Convaincu que la répugnance de la reine empêchait la conception, il expérimenta des méthodes bizarres, des sangles de cuir et de soie fabriquées par les selliers du roi pour maintenir l'épouse en place, la consultation d'astrologues et de mages pour caler les rencontres sur les cycles lunaires, La venue d'un mystique venu d'Orient, promettant que la forme insolite était un signe de faveur divine, la verge du dragon, qu'il suffirait de rituels pour activer. 3 mois durant, l'encens et les chants rythmèrent des positions prétendument tirées d'antiques écrits chinois. 2 fois, miraculeusement,
la reine fut enceinte. 2 fois, la cour retint son souffle, et 2 fois, la grossesse se solda par un drame. En 1804, une fausse couche au 4e mois. En 1805, une perte tardive, au terme d'un travail si difficile qu'il manqua de l'emporter. La reine ne s'en remit jamais et s'enfonça dans une dépendance lourde au laudanum. La pitié du roi se changea en accusation. Il l'accusa d'ingérer des substances pour empêcher la gestation, de agencer des mouvements provoquant des pertes, d'être mue par des sympathies libérales, la rendant rétive à offrir à l'Espagne un héritier catholique. Les rumeurs enflèrent, la mort du pharmacien du palais, survenue quelques jours après celle de la reine en mai 1807. Une lettre, cryptique, saisie par les agents du roi et jamais revue. Certains y lurent l'aveu d'empoisonnement, d'autres la vérité du cas médical. En public, Ferdinand pleura. En privé, il se montra soulagé et se remit à prospecter les cours d'Europe pour une seconde épouse éprouvée par la maternité. Les médecins, eux, se lancèrent dans des expérimentations à la frontière du bizarre, tentant des techniques chirurgicales pour remodeler l'anatomie du roi et des appareils toujours plus élaborés. Déjà, le caractère du prince s'était pétrifié dans l'obsession du contrôle et la jouissance punitive. Il testait les limites de son pouvoir. Ordres arbitraires, disparition de domestiques ayant vu ce qu'ils ne devaient pas, gardes exilés aux postes les plus dangereux pour une indiscrétion. Il tenait des listes de moqueurs présumés et imaginait des vengeances à exécuter quand il le pourrait. En 1807, il devint le centre d'une conspiration de grands et d'officiers visant à renverser Charles IV et Godoy. Les Fernandinos bâtirent sa légende. Intelligence, patriotisme, promesses réformatrices, dissimulant la conscience aiguë qu'ils avaient de son instabilité. L'affaire d'El Escurial éclata. Ferdinand fut pris et, au lieu d'assumer, dénonça tout, noms et détails, suppliant ses parents. Ses complices payèrent, lui se sauva. Le schéma était tracé, utilisé et sacrifié. Pendant que ces intrigues se nouaient, le cas médical empirait. Les médecins notèrent une croissance continue, de nouvelles torsions, des excroissances aggravant l'impossibilité. Certains avancèrent à l'hypothèse d'une mégalose hormonale causant une croissance à l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, il fallait des équipements toujours plus sophistiqués et des épouses toujours plus coopératives. Les ateliers secrets du palais, où se mêlaient laboratoires et chambres de supplice, fabriquaient coussins réglables, dispositifs de contention, instruments variés, et l'on fit jurer silence aux artisans. Plusieurs furent retrouvés morts, dit-on, scellant la réputation du roi d'éliminer les risques de fuite. Quand Napoléon envahit l'Espagne en 1808 et força l'abdication, l'humiliation fut totale. Le roi déchu, captif, savait que la police française connaissait son secret. À Valençay, des médecins français étudièrent son cas avec une curiosité clinique sans égard à l'étiquette. Leurs rapports, exhumés plus tard, décrivirent un organe si grand et si difforme qu'on l'aurait cru mythologique. Ils théorisèrent une combinaison de troubles génétiques en tempête parfaite. Pendant ce temps, Ferdinand écrivait au cours, cherchant une épouse prête à accepter ces circonstances. Tandis que l'Espagne saignait, il planifiait sa prochaine nuit de noces. En 1814, il revint en Espagne. La foule l'acclama, on jeta des fleurs, on se prosterna. Il sourit, salua, mais l'esprit déjà fixé sur l'obsession de l'héritier. La décennie qui suivit, sinistre à plus d'un titre, mêla répression politique et obsession domestique. Il commanda à travers l'Europe, Allemagne, Italie, même Empire ottoman, de nouvelles aides réputées pour les cas délicats. Et l'on rangea ces artefacts dans des cabinets scellés, triomphe d'ingéniosité mise au service de l'impossible. Il rétablit l'Inquisition et l'utilisa même pour instruire des dossiers de diffamation sexuelle contre la couronne, ajoutant la terreur religieuse à la mécanique policière qui s'installait. Sa seconde épouse, Maria Isabelle de Portugal, à 19 ans, entra à Madrid en 1816 avec l'espoir fragile des princesses. Les médecins l'avaient préparée par des avertissements prudents. Rien ne pouvait l'armer contre la réalité. La nuit des noces fut un désastre. Les cris qui résonnèrent n'avaient rien de passionnel. Au matin, on ramassa des draps ensanglantés et des meubles brisés. Isabelle fut brisée. Elle développa un bégaiement, sursautait à l'entrée du roi, connut des crises qu'on qualifia de hystériques, aujourd'hui lues comme des manifestations de traumatisme sévère.
Ferdinand prit sa terreur pour une insulte à sa dignité et glissa dans une folie de contrôle. Courriers interceptés, plats goûtés, appartements fouillés. Il convia des experts étrangers pour observer et, aux côtés d'anatomistes et de médecins, fit même venir des forains se prétendant spécialistes des anomalies, transformant la couche royale en théâtre médical voyeuriste. Des notes et des croquis circulèrent dans les écoles d'anatomie d'Europe. Soumise à ces consultations intrusives, la reine dériva vers une dépression lointaine, mangea moins, devint spectre. La cour chuchota qu'elle vivait des grossesses fantômes, signe de gestation sans enfant possible, illusion tragique qui entretenait de brèves espérances, suivies de chutes sombres paralysant l'état des semaines durant. Les serviteurs chuchotaient qu'il arpentait le couloir devant la chambre d'Isabelle, alternant prières et imprécations, comme si le ciel pouvait forcer la naissance. En 1818, après 2 années de cauchemar, elle mourut, d'épuisement nerveux, disèrent les médecins. Des lettres privées laissaient craindre qu'elle n'eût abrégé ses jours. Ferdinand ne fit guère le deuil. Il triturait l'idée de complot, ordonna des autopsies, fit arrêter des dames d'atour, exposa un masque mortuaire dans ses appartements et lui parlait comme à un témoin muet. Il épousa en 1819 Maria Josepha Amalia de Saxe. Plus âgée, mieux préparée, elle traita l'union comme un dossier médical. Séances planifiées, techniques notées, résultats consignés avec rigueur. Cette clinique froide humilia le roi, qui se sentit objet d'étude. Il soupçonna la reine d'écrire à des médecins saxons, de transmettre des secrets d'état anatomiques, étendit encore la surveillance, mit des espions sur la correspondance. Dehors, l'Espagne s'écroulait. Les colonies d'Amérique se détachaient les unes après les autres, emportant les richesses. La misère gagnait. Dans plusieurs provinces, des bandes armées tenaient à la campagne, signe d'un pouvoir qui ne maîtrisait plus le territoire. Les conseils étaient ajournés au gré des essais conjugaux. L'Europe ricanait d'un tyran impuissant en tout. En 1829, pourtant, survint l'improbable. La reine fut enceinte. Ferdinand exulta, multiplia gardes et médecins, fit bénir la chambre par tous les ecclésiastiques disponibles et bascula dans la hantise qu'on sabote son miracle. Au 7e mois, des complications apparurent que les médecins peinèrent à démêler. Aujourd'hui, on parlerait d'un décollement placentaire. Mais l'ingérence du roi, l'introduction simultanée de mystiques, d'alchimistes et de charlatans dans la pièce des savants, rendit toute décision cohérente impossible. Le 18 mai 1829, la reine accoucha prématurément d'une fille qui ne survécut que quelques heures. Maria Josepha, en rémission précaire, mourut 3 semaines plus tard, de fièvre des couches, sans doute d'infection et de désespoir. Ferdinand perdit pied. Il refusa l'inhumation, exigea des tentatives absurdes de réanimation sur le corps de la mère et de l'enfant. 1 semaine durant, le palais empesta. Lorsqu'il céda, il sombra dans une dépression muette, alignant désormais dans sa chambre les masques mortuaires de ses 3 épouses. La chambre du roi devint un véritable musée de ses échecs intimes. Portraits des défuntes, appareils médicaux et reliques, d'où il tenait parfois audience, comme si le gouvernement se jouait désormais au milieu même des preuves de son naufrage. Le destin lui réservait une ironie supplémentaire. En 1829, à 45 ans, on lui proposa une 4e union, Maria Cristina de Naples. Ses conseillers, affolés par l'instabilité du royaume, voulaient un héritier pour figer la succession. Le récit le plus cruel prétend qu'elle arriva enceinte d'un autre et que Ferdinand, prêt à tout, accepta l'évidence en s'en remettant à la providence. La naissance, en 1830, d'Isabelle devait consacrer la quête. Elle devint l'origine d'une nouvelle angoisse. Le roi savait, ou croyait savoir, que l'enfant n'était pas de lui. Il lui fallut jouer la comédie de la légitimité. Entre lui et la reine, tout reposait sur un pacte de mensonges symétriques. Elle feignait de révérer. Il feignait de croire. Ferdinand, pourtant, s'acharnait à obtenir un enfant de son sang, multipliant les tentatives assistées et les observations intrusives, tandis que l'âge jouait contre lui. Sa paranoïa frappa à nu. Inspection nocturne des appartements de la reine, portes enfoncées par des gardes, dames terrifiées, œilletons percés dans les murs, où l'on surprenait l'œil du roi scruter sa femme priant, allaitant, se reposant, un voyeurisme d'état. Il fit aussi poser des miroirs à angles étudiés près des portes et paravents, censés trahir la présence d'oreilles indiscrètes. Les rituels de sûreté devinrent délirants.
On ne goûtait pas seulement les plats. On exigeait que les goûteurs attendent une demi-heure avant de servir pour déceler un poison à effet lent. Certains s'écroulaient de peur, confirmant la hantise royale. Ils changeaient de garde chaque jour, convaincus que la durée mène à la corruption. Les ministres subissaient des tests de loyauté grotesques. Ils disaient blanc puis noir, et la moindre correction devenait trahison. La cour apprit le langage codé, les voix basses, les visages impassibles. Les conversations tombaient au murmure, une parole de trop vous envoyait en prison ou en exil. Les serviteurs, sommés de surveiller la reine tout en restant loyaux, développèrent des névroses. Le personnel changea sans cesse. Chaque rouage neuf déclenchait de nouveaux soupçons. Les lettres de Maria Cristina, interceptées, parlèrent d'une cage de verre où chaque respiration était guettée. Un journal personnel, retrouvé des siècles plus tard derrière une cloison dissimulée, attestera de l'épuisement psychique infligé par cette surveillance continue. La relation du roi à sa fille devint un nœud de passion contraire. Il aimait l'héritière et la détestait comme preuve vivante de son échec. Il scrutait le visage de l'enfant à la recherche d'un trait de lui. Il fit peindre des portraits successifs pour comparer avec les siens et ceux d'hommes ayant approché la reine à Naples. Il missionna des généalogistes et des physiognomonistes pour prouver la légitimité. Des enquêteurs constituèrent des dossiers complets sur tout homme ayant côtoyé Maria Cristina, jusqu'à fouiller antécédents médicaux, lignées familiales et correspondances privées. Ces experts, conscients du danger, rédigèrent des avis assez ambigus pour préserver leur vie. L'obsession, coûteuse, ruina un peu plus l'État. Passage secret percé, système d'alarme installé, brigade doublée pour empêcher toute coordination d'un complot, batterie de goûteurs, de valets, de gardes, afin qu'aucun groupe ne détienne l'ensemble des clés. Pendant que l'argent disparaissait dans l'appareil de surveillance, l'Espagne s'appauvrissait, l'économie se délitait et l'Europe comptait sans elle. La santé du roi se détériora. Insomnie, troubles digestifs, agitation nerveuse chronique. Il fit pratiquer des examens humiliants sur la reine avant tout contact, de peur d'un poison par la peau. Son discours se couvrit d'ennemis invisibles, de complots imaginaires, ses décisions se firent erratiques, ses colères sans objet. Les ambassadeurs écrivirent que le pouvoir en place, livré aux peurs d'un seul, ne pouvait honorer aucun engagement durable. Les mariages diplomatiques avortèrent. Dans plusieurs capitales, on élabora pourtant discrètement des plans pour l'après-Ferdinand. Certaines puissances soutinrent déjà des mouvements régionaux jugés plus prévisibles que la cour de Madrid. À l'intérieur même de la famille, le soupçon rongea tout. Fêtes d'anniversaire vécues comme pièges, fleurs signifiantes, cadeaux codés, frères surveillés. Même son frère Don Carlos, soutien ancien, fut placé sous enquête et étroitement suivi, pris lui aussi dans les filets d'un état de soupçon. En mi-loc ota indra tretiotre, Ferdinand entra en déclin rapide. Tremblement persistant, trouble de la parole, obnubilation. Il s'éteignit cette année-là, officiellement de la goutte, officieusement d'un épuisement généralisé, physique, psychique, spirituel, né de décennies de frustration sexuelle et de paranoïa politique. L'autopsie, menée en secret par les mêmes médecins qui avaient tenté de réparer l'irréparable, révéla l'étendue de la cruauté de la nature. Un membre conservé pour étude, mesurant 14 pouces, d'une largeur variant violemment de la base à l'extrémité, confirmant les descriptions. Et plus grave, des cicatrices internes et des déformations rendant tout fonctionnement normal, pratiquement impossible, expliquant des décennies d'échecs et de rage. Les médecins notèrent aussi des traces de mutilations anciennes, gestes de chirurgie auto-infligée dès l'adolescence, par lesquels le roi avait tenté d'améliorer ce que le destin lui avait imposé. Autant de blessures ajoutées au trauma initial. L'organe ainsi préservé, avec dessin et observation, aurait été scellé dans des archives pontificales jugées trop sensibles et trop dérangeantes pour devenir publiques. Les érudits qui y auraient jeté les yeux parlèrent d'un ensemble à la fois fascinant et profondément troublant, fenêtre ouverte sur un enfer privé devenu secret d'État. Ferdinand disparut, son legs fut celui d'un pays fracturé. Isabelle, fille légitime ou non, hérita d'un royaume saigné par les guerres, humilié à l'international, ruiné dans ses finances, amputé de ses possessions d'outre-mer. L'empire qui avait dominé le monde n'était plus qu'une puissance moyenne, sa chute accélérée par des années de gouvernement où l'intime prit le pas sur le public.
L'histoire de Ferdinand rappelle qu'un pouvoir sans sagesse est dangereux, mais qu'un pouvoir en proie à la dysfonction personnelle est catastrophique. Un dommage psychique individuel peut métastaser en traumatisme national. Une honte privée peut devenir un désastre public. Une faillite intime peut résonner sur des millions de vies. Le plus tragique tient peut-être à l'architecture monarchique elle-même. Quand tout le pouvoir se concentre dans une seule personne, les troubles de cette personne deviennent la loi commune. Ses 3 épouses mortes, sa fille contestée, ses sujets terrorisés, son royaume dévasté auront payé le prix d'une loterie génétique truquée des siècles auparavant. Dans la chambre, tandis que tu termines la conservation, tu ne penses plus seulement à l'anatomie, tu penses à la fable. Ce que tu scelles dans le bocal, c'est plus qu'une curiosité médicale. C'est le monument d'une honte sanctuarisée, d'une autorité sans contrepoids, d'un potentiel humain gâché. En achevant ton office, tu as la sensation d'avoir veillé non un corps, mais une allégorie. Car le règne a fini comme il a vécu, à l'image d'un organisme qui ne sait ni se régler ni s'amender, et d'un État qui, au lieu de contenir la blessure, l'a déployée. Ferdinand atteint ainsi une forme d'immortalité, pas celle qu'il désirait, celle d'un avertissement que l'on se transmet dans les couloirs et les archives. Quand la dysfonction privée se fait raison d'État, elle dévore tout, épouse, enfant, serviteur, sujet, puis le souverain lui-même. Et toi, déposant le couvercle, tu sais que tu n'as pas seulement préservé un vestige, tu as mis sous verre la parabole d'un pouvoir dévoyé par la honte et d'un pays qu'il a fallu des générations pour en sortir.